enchaînons avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine aujourd'hui dédié à la gestion passive. Est-ce qu'il faut aujourd'hui privilégier la gestion passive? Est-ce qu'elle est encore d'actualité dans le contexte qu'on connaît tous, hein? Évidemment, il y a l'inflation qui explose. On a également les marchés qui ont pas mal bougé avec des baisses aussi bien pour les actions que pour les obligations. On a un contexte géopolitique qui reste très compliqué. On a la chance d'être accompagné pour traiter du sujet par deux experts. Déjà, Géraldine Métifeux, associée gérante et conseil en gestion de patrimoine chez Alter Egal. Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous en plateau Mathias Bacchino, directeur général France de Trade République. Merci beaucoup d'être avec nous pour parler de ce sujet, la gestion passive aujourd'hui dans le contexte. Est-ce que c'est une bonne idée, Géraldine? On va commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, déjà, de la gestion passive? Alors, je n'ai pas forcément une opinion sur la gestion passive à proprement parler. C'est-à-dire que la gestion passive, comme d'autres, comme d'autres classes d'actifs ou comme d'autres façons de voir la gestion d'actifs, a sa place dans n'importe quelle gestion de patrimoine. Et c'est vrai que nous, c'est une démarche qu'on a. Quand vous dites, est-ce que c'est passé la gestion passive, en fait, on l'a relativement pas utilisée sur les 10 dernières années, même 15. C'est pas une conviction forte pour vous? Ça l'a pas été, mais en fait, à l'inverse, on aurait plutôt tendance à le mettre maintenant par parcimonie, peut-être en fonds de portefeuille sur certains, par exemple, pourquoi pas sur des ETF actions US, parce qu'on a rarement en fait quelque chose dans la gestion de conviction qui va répliquer un indice. Donc on va peut-être aller chercher ça là-dessus, mais du coup, c'est pas une question d'avoir une conviction ou quoi que ce soit, c'est-à-dire que ça doit avoir sa place comme autre chose. Après, nous, vous savez, chez Alter Egal, on aime la gestion de conviction, et pas parce qu'il y a des frais, mais parce que parfois la gestion de conviction est une valeur ajoutée et apporte de l'alpha pour nos clients. Oui, parce qu'il y a moins de frais, bien sûr, avec la gestion passive. Et puis, le mec qui réplique. Bien sûr, voilà, on n'a pas un gérant qui est là. Non, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de rémunération, c'est pas non plus complètement délirant. Non, c'est sûr que c'est moins cher en gestion, c'est absolument pas discutable. Mais après, si on regarde dans les ETF, alors ça va peut-être s'améliorer, peut-être qu'il y aura, et Mathias va en parler sans aucun doute, mais dans les classes d'actifs aujourd'hui, et notamment si on prend l'année 2022, qui est une année extrêmement compliquée, 2021 est une année peut-être plus facile aussi pour les indices d'une façon générale. Si on prend 2022, il y a des gestions actives qui ont fait la joie de nos clients versus peut-être une gestion passive qui aurait été moins pertinente. Alors, c'est vrai que Mathias, on a la chance que vous soyez avec nous. Alors, vous, la gestion passive, bien sûr, vous allez nous dire qu'il faut absolument en avoir, j'imagine. Pourquoi, d'abord, il faudrait absolument en avoir aujourd'hui? Et pourquoi peut-être plus aujourd'hui qu'hier? En fait, la question aussi, c'est pour qui, entre guillemets? C'est-à-dire à qui on parle, à quelle cible on s'adresse? Chez Trade Republic, et de manière générale, nous regardons les grandes masses, c'est-à-dire la population générale et l'impact que l'on peut avoir sur l'épargne des Européens, qui est suffisante en quantité, mais insuffisamment investie. C'est-à-dire que 85% de l'épargne des Européens, aujourd'hui, est investie, épargnée, posée sur des supports qui ne rapportent rien. Très bien. Donc face à 5% d'inflation, 8% d'inflation, c'est un problème majeur. Et donc, pour résoudre ce déficit d'épargne retraite du grand public, d'épargne investie, d'épargne productive, eh bien, la gestion passive présente des atouts considérables pour cet objectif-là, cet objectif de démocratisation au grand public de l'investissement. Pour de la gestion de patrimoine, effectivement, avec des enjeux peut-être plus spécifiques, plus techniques, pour des patrimoines plus complexes, la gestion active peut présenter des atouts, et on va rentrer dans la subtilité des différences entre gestion active et gestion passive. Mais la gestion passive, les ETF pour le très grand public, ça présente 3 avantages majeurs. Donc là, c'est quoi? C'est investir son cash pour contrer l'inflation? C'est ça, c'est la démarche actuelle dans laquelle tout le monde doit entrer. On voit le message se diffuser sur les réseaux sociaux, d'ailleurs, de manière très rapide, de lutter contre l'inflation. Et donc, pour ça, la gestion passive, les ETF, ces paniers d'actions indiciels, présentent 3 avantages majeurs. Le premier, c'est le prix. C'est que pour le très grand public, payer 2% en moyenne de frais de gestion, ça peut être un problème parce que c'est pour le très grand public plus difficile d'aller générer de la performance que pour les 2% de CSP+, qui investissent de manière professionnelle. Donc, c'est pas forcément intéressant de payer ces 2%. Exactement. Et donc, 2% sur une performance moyenne de 5%, par exemple,
ça a un impact absolument considérable. C'est Donc, beaucoup. Oui. les frais sont très importants dans la démarche de la gestion passive. Mais d'un autre côté, on a un stock picker qui va choisir des actions. Donc, est-ce que ça, c'est pas une garantie Alors, la garantie n'y est pas, puisque S&P le démontre régulièrement avec ses études. Ouais. De mémoire, c'est 80% des fonds de gestion active qui ne font pas mieux que le S&P 500 en Europe ces 10 dernières années, par exemple. Oui. En dollars fait, ou Ça, c'est... En euros, sur le S&P euro. Et donc, et c'est valable sur tous les horizons-temps, c'est valable sur toutes les géographies. C'est plus vrai sur les US, par exemple, où le marché est particulièrement favorable à la gestion passive. C'est moins vrai, par exemple, sur les small caps, les petites valeurs, où il y a plus d'accidents. Donc là, le fait d'avoir un stock picker peut être effectivement plus intéressant. Mais dans cet objectif de démocratisation auprès du grand public, les ETF, c'est une des clés déterminantes, vraiment déterminantes, du fait de, 1, les frais, 2, la simplicité de compréhension. C'est un panier c'est thématique, simple. c'est un panier géographique, c'est hyper simple à comprendre. Et 3, la simplicité d'exécution. C'est-à-dire que pour acheter un ETF, on ouvre un compte titre en 5 minutes chez un néo-courtier, on peut acheter un ETF, on peut en acheter en versement programmé. C'est très simple. Ça, c'est ce que vous conseillez, un investissement programmé. Tout à fait, particulièrement actuellement. C'est assez proche. La gestion passive, gestion active, ça ne s'oppose pas dans le mode de gestion et d'acquisition pour les clients. Je reviens juste sur le point des 2% et 5%, juste parce qu'il ne faudrait pas non plus qu'on oublie de dire la vérité, c'est que les performances apportées par les Vous apportez des précisions. Je précise pour que tout le monde comprenne bien ce qu'il en est, mais je ne souhaite pas opposer gestion passive et active. Je pense que les deux peuvent collaborer. Mais sur la gestion active, quand vous dites qu'il y a 2% de frais pour 5% de performance, c'est 5% de performance nette, Mathias. Les performances sont toujours exprimées nettes des frais de gestion. Donc, au bout du bout, j'entends ce que vous dites, mais néanmoins, c'est net de frais de gestion. Donc, en fait, il ne faut pas ajouter les frais à la perf, ou en tout cas les retirer à la perf. Mais après, sincèrement, la simplicité d'exécution, la logique, etc., je pense que vous y gagnez sans doute en clarté de message, et peut-être que sur la jeunesse d'une clientèle, parce que vous le disiez très justement il y a quelques instants, la gestion de patrimoine et Trade Republic, on n'a pas forcément exactement le même type de clientèle. Alors néanmoins, on peut, ceci étant, je pense qu'on peut en réalité avoir des clients communs, on en parlera une fois peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'en fonction des tickets d'entrée, on va pouvoir aller plus dans de la sophistication. Exactement. Ça, c'est vrai. Mais sur les ETF, très honnêtement, nous, on a découvert ça assez récemment, parce qu'on est très en retard chez Alter Egal. On n'est pas hyper innovateur, mais la gestion passive, pour nous, encore une fois, on peut la mettre... Alors, bien sûr, en achat programmé, pourquoi pas, mais surtout en fonds de portefeuille. C'est-à-dire que... Vous en mettez toujours quand même un petit peu. Alors, on les met à travers de fonds. On est indécrottable. Oui. Et puis parce que ne faut quand même pas oublier que dans les outils qu'on maîtrise nous et qu'on utilise au quotidien pour nos clients, qui sont souvent des contrats type assurance ou Luxembourg, etc., cette culture est extrêmement récente et l'éligibilité des dits produits est extrêmement récente aussi. Donc il faut aussi qu'on se familiarise avec les outils malgré tout. Mais en fonds de portefeuille, mais pour citer un de vos concurrents, enfin pas concurrents d'ailleurs, mais InvestAM, ils utilisent beaucoup d'ETF dans leur gestion active, et c'est vrai que ça évite les biais gérants. Et l'avantage de cela, c'est que ça évite les biais gérants. Ce que je reproche à la gestion active, c'est que ça polarise sur les bulles naturellement, puisque la gestion active ou passive. Pardon, merci. J'écoute, je vous écoute. C'était vous en fait qui écoutiez. Ça polarise un peu sur les bulles, puisque les indices quand même, si on prend le S&P 500. Au 31 décembre, c'était 25% les GAFAM. Alors, c'est un peu moins maintenant grâce à cette perte. Mais là, en temps de crise, parce qu'il y a l'inflation qui explose, on l'a vu, actions comme obligations, c'était pas très satisfaisant au niveau des résultats. Le CAC 40, après 4 jours de hausse, a de nouveau été en repli hier. On a vraiment un contexte, on a bien sûr la situation géopolitique. On a récession ou pas aux États-Unis, tout ça. Là vraiment, on est en temps de crise. Oui, mais alors là, en temps de crise, est-ce que la gestion passive va surperformer la gestion active ou pas ? Ça dépendrait de la classe d'actifs. C'est-à-dire que si vous êtes sur une classe d'actifs actions et que les actions sont globalement au tapis, il n'y a pas tellement de raisons qu'elles soient bien meilleures. Enfin, je ne sais pas, Mathias. Mais... En fait, je voudrais faire un éloge de la passivité en temps général. de crise, justement. Non, mais de manière plus large. Ça a son charme. Sur l'investissement, parce qu'en fait, toujours dans cette perspective de démocratisation, de grand public et d'adoption, puisque c'est le phénomène qu'on voit actuellement. La passivité, c'est dans la réplication, dans la gestion indicielle, avec les ETF, c'est ce qu'on appelle la gestion passive. Mais pour les particuliers, il y a un mode de gestion qui est celui du DCA, du dollar cost averaging, de l'investissement programmé automatique sans regarder. Ça,
pour la démocratisation auprès du très grand public, ça permet de toucher quelque chose qui est assez fabuleux en bourse, selon moi, pour le très grand public toujours, pas forcément pour vos clients, c'est la moyenne. D'accord. Donc en fait, en période de crise, ce qui va être d'autant plus intéressant, c'est deux choses. Un, d'être exposé petit à petit, c'est-à-dire de rentrer petit à petit dans le marché pour lisser la volatilité et surtout éviter de tout mettre au pire moment. Bien Ce qui sûr. arrive régulièrement quand on essaye de tout mettre d'un coup, puisque les marchés sont au plus bas ou au plus haut, Bien c'est-à-dire sûr. au meilleur moment pour investir, 0,2% du temps. Là, c'est un bon moment, là, tout de suite C'est un bon moment pour commencer à investir un petit peu tous les mois, comme hier, comme avant-hier, comme la semaine dernière, comme la semaine Comme prochaine. demain, quoi. C'est... Exactement. C'est pas le bon moment pour tout mettre en bourse sur les actions, c'est évident. Ça l'est jamais. Ça l'est jamais, mais encore moins maintenant. Ça pouvait l'être en mars 2020, certains l'ont fait, et beaucoup de jeunes en particulier l'ont fait. C'est l'expression buy the dip, qui est acheter la baisse, qui est très présente sur les réseaux sociaux actuellement. Justement, est-ce que c'est quelque chose qui plaît particulièrement aux jeunes gens, ou peut-être aux femmes également, qui vont peut-être avoir plus tendance à se tourner vers la gestion passive qu'active? Alors là, très sincèrement, sur notre clientèle, c'est pas très genré, la gestion passive ou active. Pour nous, ça change pas grand-chose. Sur le très grand public, on a observé, on a fait une étude avec un partenaire sur 200 000 de nos clients en Europe. Donc, il y a la plus grande étude réalisée sur les investisseurs particuliers. D'accord. Et effectivement, il y a un biais féminin vers les ETF par rapport aux actions. Je n'ai pas d'explication particulière pour ça, mais les statistiques l'ont montré. D'accord. Donc ça, c'est sur des très grandes masses, on observe qu'effectivement, plus de femmes. Plutôt les jeunes femmes, les jeunes femmes ont un biais plutôt vers les ETF par rapport aux actions, si on compare aux hommes. Donc on l'a observé, ça dit des choses sans doute des stratégies d'investissement utilisées par les femmes et les jeunes femmes en particulier. Je voudrais d'ailleurs dire qu'il y a des études qui ont été faites aux États-Unis qui ont montré que les femmes investissaient de manière plus efficace à long terme que les hommes. Et pourtant, en Europe particulièrement, elles investissent beaucoup moins que les hommes. Mais elles sont bonnes sur le long terme. Elles ont bien compris. Mais elles le font mieux. Et donc, en fait, mieux. C'est une inefficience, c'est aussi une injustice qu'il faudra régler, mais ce sera l'objet d'une autre discussion, j'imagine. Mathias, qu'est-ce que vous pensez du rapprochement entre Amundi et Lyxor? Je crois qu'on doit s'en féliciter. C'est l'émergence en France d'un champion d'envergure mondiale des ETF. Donc, pas que, mais entre autres des ETF. Tout à fait. Et quand on voit que l'utilisation des ETF a doublé en France, là, en un an, et a explosé littéralement ces dernières années auprès des particuliers, et particulièrement des jeunes, eh bien, on ne peut que se féliciter d'avoir en France l'émergence d'un champion d'envergure internationale pour aller apporter les solutions aussi d'investissement de demain pour le très grand public. Alors, si on se projette vraiment, puisqu'on peut parler vraiment d'investissement à long terme, enfin, on parle toujours d'investissement à long terme. Là, si on parle de la réforme des retraites, la meilleure réforme des retraites, je crois, Mathias, vous m'aviez dit, ce serait permettre à chaque Français, à partir de 18 ans, de mettre 20 € par mois dans un ETF Monde. Ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois qu'il a dit ça. Il a dit ça, par mois, ce serait vraiment le mieux pour moi. Et je vous laisse les 20 € par mois, moi je prends les 2000. Juste vous donner un chiffre. Si les jeunes Français de moins de 35 ans, en 2000, donc avant l'explosion de la bulle Internet, avaient commencé à mettre, la moitié d'entre eux, avaient commencé à mettre 50 € par mois sur un ETF Monde. Aujourd'hui, on aurait 170 milliards d'euros de pouvoir d'achat en plus dans le pays. Voilà. C'est aussi simple. Enfin, d'épargne, quoi. Est-ce qu'en 2000, on n'est pas encore à la retraite en 2022? J'ai refait mes comptes, normalement, on n'y est pas. En fait, le bon calcul, c'est que tous les jeunes de 30 ans aujourd'hui, dans l'état actuel des retraites, devraient mettre 5% de leurs revenus tous les ans et que ça leur rapporte 5% par an. Donc c'est 5% de tes revenus à 5% par an à partir de tes 30 ans. Si tu fais ça, à 64 ans, tu as 100% de taux de remplacement. C'est-à-dire que ta retraite par répartition plus ta capitalisation individuelle font cette moyenne-là. Non, mais moi je pense que, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais on pratique sur nos clients, parce qu'on a des clients assez jeunes. C'est un légal pour la gestion de patrimoine, c'est assez rare. On a plutôt, alors assez jeunes, moins jeunes que 25 ans, et on en a quand même, mais assez peu, plutôt aux alentours de 42.
Peut-être que pour attirer les jeunes gens, il faudrait proposer ce système-là. On n'est pas du tout, enfin, on n'est pas calé pour. Vous savez, on parle souvent de segmentation de clientèle. Je pense que nous, on n'a pas les moyens sur Alterégal d'avoir une clientèle extrêmement large avec tous les types. Je pense qu'on franchement, on ne saurait pas faire. C'est très complémentaire. Complètement. Voilà, chacun ses spécificités. Non, puis nous, très souvent, nos clients peuvent avoir un compte titre ailleurs et ainsi de suite, nous poser des questions. Enfin, nous, ça ne pose aucune difficulté. On n'a pas vocation à détenir 100% du patrimoine. Enfin, on aimerait bien, mais on n'a pas vocation à faire. Mais effectivement, nous, les versions programmées, c'est quelque chose. Nous, on travaille sur le budget de vie de nos clients, le matelas de sécurité, et au-delà du matelas de sécurité. Et c'est peut-être ça qui va clocher plus sur certaines populations, c'est que cette inflation-là, aujourd'hui, elle va finir par poser problème pour ceux qui ont moins de moyens, parce que par définition, ils auront moins d'épargne. Il va falloir qu'on résolve ce problème. Alors, si l'augmentation des salaires rentre dans une spirale non vertueuse, alors c'est pas ça qu'il faut faire non plus, mais il va falloir qu'on trouve une solution pour régler cette inflation. Moi, je suis d'un éternel optimisme, donc je tout miser sur Christine Lagarde et le mois de juillet, personnellement. Après, je pars en vacances de toute façon, mais globalement, ça va être ça. Et oui, l'épargne mensuelle, ça lisse les points d'entrée. Ça permet de prendre plus de risques, et là où on s'inquiète toujours un petit peu. On est toujours un peu en train de regarder, même nos clients, même les hommes, même les femmes. Peu importe le niveau, c'est les enquiquines de mal rentrer. Et nous, chaque année, on a forcément des clients qui rentrent un peu moins bien que les autres. C'est obligatoire parce qu'on est obligé de faire des choix et que si on rentre pas sur un marché, on le laisse passer tout le temps. Et on ne trouve jamais que c'est le bon moment. C'est-à-dire que là, ça a beaucoup baissé. Les gens vont dire ah ouais, mais ça va peut-être encore baisser. Ouais ou pas, enfin c'est déjà bas, donc on peut peut-être déjà commencer à regarder. Ça peut être un point d'entrée. C'est toujours des points d'entrée. De toute façon, nos clients ont des horizons de placement qui sont assez longs. En moyenne, on est plutôt sur 15 ans. Donc, bien sûr. 15 ans, on a le temps de se tromper 2 ans. C'est pas très grave. Bien sûr. Il y aura beaucoup de volatilité. Il faut savoir quand même rester, quand même s'investir et puis penser toujours long terme. Être un pas vide. Un client l'a dit en 2020, il nous avait félicité parce qu'on avait été un pas vide. Bon, j'avais ouvert le dictionnaire et tout. Mais globalement, il faut savoir donner un cap avec nos clients et leur explique que parfois il faut savoir tenir. C'est tout pourri, on n'est pas obligé de garder les trucs routiniers, les emprunts russes, ça, on a le droit de s'en débarrasser au bout d'un moment, mais pour le reste, on doit tenir un cap, je pense. Et donc investir tous les mois, ça permet de contrer ce problème de finance comportementale qui fait qu'en fait on vend toujours au pire moment, on achète toujours au pire moment. Enfin, le truc où le mec, quand j'ai entendu en fin d'année dernière, ça permet peut-être de raison garder, et de rester. De garder la tête froide. L'année dernière, je ne sais pas si vous entendez, mais sans doute, on avait, je sais pas, 7 ou 8% des Français qui étaient revenus sur les actions en direct. Je me suis dit, c'est foutu. Alors c'est sûr, quand les mecs commencent à acheter, c'est terminé. C'est quand tout le monde commence à s'y intéresser au bout de 20 ans, c'est qu'on arrive sur un pic. Oui. De toute façon, l'investissement programmé pour vous, c'est vraiment. Oui, Mathias. Oui, mais c'est hyper important ce que vous venez de dire parce que. Merci. Toujours dans la démarche du très grand public et de l'adoption par la population générale. Ça fait 50 ans. Ouais. À peu près, je sais pas 50 ans, mais moi non plus, peut-être ça. C'est horrible. Moi non plus. Merci Laura. Ça fait au moins 50 ans, je sais pas, ça fait très longtemps en tout cas, qu'on dit aux gens que effectivement les particuliers se feront toujours rincer en bourse parce qu'ils ont les mauvais biais psychologiques, les mauvais biais. Il faut vraiment s'en méfier, ça c'est. Et qu'effectivement, quand les particuliers se mettent à dire il faut acheter en bourse, c'est le moment de sortir. C'est dans tout l'univers. C'est vrai, c'est encore révélé. Mais alors, je crois pas. Pourquoi ? Je pense que c'est la deuxième fois que le comportement culturel des Français face à la bourse a changé. Et je le crois parce qu'on l'a mesuré. En ce sens qu'ils n'ont pas vendu ? On a beaucoup travaillé avec des instituts de sondage, des sociologues, on a fait des focus group, on a fait vraiment beaucoup de choses, des études assez poussées. Ils ont compris ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'il faut savoir tenir, il faut savoir faire le dos rond. Et c'est très nouveau parce que le message s'est diffusé de manière extrêmement rapide en mars 2020 sur les réseaux sociaux. On entend tout le temps que sur les réseaux sociaux, c'est Nabila, c'est les influenceurs à la noix, etc. Il y a aussi toute une population de créateurs de contenu, qui sont des gens qui n'avaient pas de notoriété avant, qui ont aujourd'hui une communauté forte autour d'eux et qui sont capables de diffuser des messages de qualité aussi. Et en fait, les messages de qualité se diffusent de plus en plus rapidement sur les réseaux sociaux actuellement. Et le fait de tenir et de ne pas essayer d'acheter au plus bas pour vendre au plus haut, de ne pas vendre alors que ça baisse, etc., c'est des concepts qui sont en train de passer par la jeunesse et malgré l'absence totale d'éducation financière en France pour le grand public. Merci beaucoup Mathias Bacchino d'avoir été avec nous. Merci beaucoup également Géraldine d'avoir été avec nous pour cette émission. On se retrouve bientôt et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 13h sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.